retardataires nous rejoignent rapidement. Je suis très heureuse d'introduire cette prochaine session qui aborde la question des implications politiques de la monstration, mais aussi celle de l'histoire de l'art, bien entendu. Donc, on va parler de la question de l'exposition qui est inséparable de celle de l'historiographie. Ce sur quoi on écrit, ce qu'on étudie, ce qu'on donne à voir et comment ça traduit en fait la hiérarchie, les hiérarchies entre les arts, celles qui distinguent les beaux-arts des arts décoratifs, les beaux-arts des arts populaires et les beaux-arts des arts non européens. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on voit et ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne voit pas, sachant que toute exposition participe d'un processus de décontextualisation, d'artification, qui invisibilise souvent la manière dont un objet est fait, son usage premier, sa possible fonctionnalité ou son sens symbolique initial. Les interventions qui vont suivre sont l'occasion d'y réfléchir et d'analyser aussi un certain nombre d'expositions, d'alternatives et d'exceptions. Il y aura un moment de questions qui suivra, les 3 interventions de 20 minutes chacune. Je vous remercie de respecter autant que possible cette durée. Donc, c'est un immense plaisir de passer dans un premier temps la parole à Evelyne Toussaint, que je vais brièvement présenter. Donc, Evelyne Toussaint est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Ses travaux portent sur la dimension critique de l'art, dans ses implications géopolitiques d'une part, et sur les références artistiques, philosophiques et littéraires des artistes d'autre part. Parmi ses nombreuses publications, citons ses ouvrages « La fonction critique de l'art, dynamique et ambiguïté » aux éditions La Lettre volée en 2009. « Existe-t-il des arts mineurs, tradition, mutation et dédéfinition de la Renaissance à l'art actuel » à Pau en 2012, et Partage d'espace, regard croisé sur l'art et la géopolitique en 2014, sans oublier la toute dernière publication d'Evelyne, Postcolonial, décolonial, la preuve par l'art, paru en 2021. Merci Evelyne. Merci Anne. Alors je dois d'abord expliquer, n'étant pas spécialiste en histoire de la céramique, que ce qui m'a incité à répondre à l'invitation qui m'a été faite, et je remercie vivement Florence Slitine, Andresen et tous les organisateurs de ce colloque, fut l'occasion de reprendre une réflexion antérieure sur la question des déhiérarchisations en art, et donc sur le statut de mineur, en m'intéressant cette fois plus particulièrement à la céramique, mais c'est difficile, j'ai du mal à trouver des informations, mais je ne suis qu'au début de ces recherches. La question du mineur s'inscrit, au moins pour partie, dans une histoire de l'art social. Et elle contient une problématique semblable, car s'oppose ce qui ne serait qu'une reconfiguration des hiérarchies et ce qui serait leur abandon, leur sortie. Le terme mineur apparaît cependant très peu dans les écrits théoriques et critiques, et j'étais heureuse d'entendre Éric de Chassey le mentionner tout à l'heure. D'une certaine manière d'écrire l'histoire, Richard Sennett, sociologue et historien américain, auteur de Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat, écrit qu'elle est symptomatique des hiérarchies et de l'esprit de séparation au cœur de la pensée et de la science occidentale, qu'elle a tracé des lignes de faille entre la théorie et la pratique, la technique et l'expression, l'artisan et l'artiste, le fabricant et l'utilisateur. Et l'on pourrait ajouter à cette liste d'autres lignes de séparation entre la sculpture et l'objet, l'art et le design, le centre et la périphérie, le majeur et le mineur. Entendons ici par art mineur, surtout comme le rappelait Anne Souriau dans la seconde moitié du 19e et le début du 20e siècle, ceux du mobilier, du textile, du verre, de la céramique et porcelaine, de la ferronnerie, etc. En opposition aux beaux-arts considérés comme majeurs, la distinction se nouant dans l'ancienne Florence, où les arts majeurs étaient les métiers de la bourgeoisie, les arts mineurs ceux de l'artisanat. Notons encore que la hiérarchie entre mineur et majeur, au sens occidental, est inopérante, on n'arrête pas de l'entendre depuis hier, dans d'autres contextes culturels. Mon propos ici ne porte pas sur la dimension politique des objets eux-mêmes,
même si cela m'aurait beaucoup intéressé, et peut-être j'y viendrai, qu'il s'agisse de pièces fabriquées par les potières activistes des pueblos du sud-ouest américain ou par les acteurs du mouvement Mokles plastique du craftivisme en général ou de la poterie berbère dont parlera Zaya tout à l'heure. Dans le format ici imparti, et en tant que prémisse d'un travail de recherche que cette communication initie, je retiendrai brièvement 3 moments: une histoire contemporaine occidentale, quelques auteurs qui me semblent rendre compte du statut politique de la notion de mineur et des idéologies dont son usage témoigne, en commençant par le temps des refondations, porteur de ses propres ambiguïtés. Ce temps des refondations, c'est de Champfleury à William Morris. Champfleury, alors, dans ce que je vais dire, il y a des choses qui vont sembler ultra banales pour nombre d'entre vous, je pense, et qui seront un rappel ou une découverte pour certains peut-être. Champfleury, son ami Charles Baudelaire et Charles Toubin signent conjointement le texte « Vive la République au peuple » dans le premier numéro du journal Le Salut public, qu'ils fondent 5 jours après le début de l'insurrection en 1848. Dans le paragraphe « Respect aux arts et à l'industrie », ils proclament « Ne cessons pas de le répéter, respect aux objets d'art et d'industrie et à tous les produits de l'intelligence ». Une vingtaine d'années plus tard, Champfleury publie une histoire des faïences patriotiques sous la Révolution en 1867, dans laquelle ses positions sont tout aussi explicites. J'en reviens au service de porcelaine, écrit-il. Il en est un d'une grande valeur commerciale donné récemment au musée. C'est de l'art somptueux et les amateurs ne s'y trompent pas, qui achètent à de gros prix ces pâtes tendres, quoique décorées de bonnets phrygiens qui les font frissonner. Ou encore, et le moment n'est-il pas venu, après tant d'accumulation de tableaux de bataille, de recueillir les objets fabriqués pour et par le peuple, qui formeraient suite naturelle et logique au musée des souverains, le musée de 1789. Tout autre était le point de vue des Goncourt, qui écrivait en 1852 « L'égalité de 89 est un mensonge. La non-égalité avant 89 était une injustice, mais une injustice faite au profit très généralement des gens bien élevés. Aujourd'hui, c'est l'aristocratie des gens qui ne le sont pas, l'aristocratie des banquiers, des agents de change, des marchands. Dans ce contexte jugé détestable par ses pourfendeurs de l'égalité républicaine et du suffrage universel, même inachevé, qu'on ne vienne pas nous dire que le beau est accessible à tous. Le peuple, la bourgeoisie, l'aristocratie, les hiérarchies au sein des arts appliqués, la valeur commerciale, l'industrie, le beau et le musée, Champfleury et les Goncourt livrent tous les éléments de la teneur politique, des tensions, des incompatibilités, des ambiguïtés et des malentendus sur la question du mineur. Mais poursuivons. Dans l'un de ses derniers écrits, initialement publié en 1879, puis en 1880, dans l'ouvrage de la décoration appliquée aux édifices, Viollet-le-Duc fustige la séparation qu'il estime contre nature entre art dit majeur et mineur en France depuis Louis XIV. Il est une locution moderne qui me paraît fausse en tout point. Les arts décoratifs. Qu'entend-on par là? Où commencent et où finissent les arts décoratifs? Depuis le règne du roi Soleil, l'art, le grand art, l'art officiel, s'est tenu ainsi en dehors, a fait bande à part, dédaignant ou feignant de dédaigner toute production d'art ayant une destination spéciale. Roger Marx, c'est 1859-1913, inspecteur des musées départementaux, critique d'art, rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts de 1902 à 1913, acquis à la cause solidariste, milite pour sa part en faveur d'une exposition d'art social. Cependant, dans son livre L'art social, préfacé par Anatole France et publié l'année de sa mort, 1913 donc, il affirme la nécessité des hiérarchies selon diverses sortes de productions, manuelles, mécaniques, industrielles, qui utilisent les capacités respectives de l'artiste, de l'artisan, de l'ouvrier, et auxquelles doivent nécessairement correspondre des ordres d'enseignement distincts. De quoi verrouiller par la pédagogie la suite. Il s'insurge contre les hérésies ruskiniennes, ce qu'il appelle les hérésies ruskiniennes dans ce texte, car ce révolutionnaire est l'ennemi né de la pensée de la civilisation moderne. Les réformes qu'il préconise ne s'admettent pas sans les innovations qu'il réprouve. Vous le croyez avide de beauté pour chacun,
Et jamais Ruskin ne s'est montré si violent, si partial que dans ses diatribes contre la machine, auxiliaire de tout effort, agent de toute diffusion. Un dilemme qui s'annonce et qui va perdurer. Ruskin, en quelque sorte, n'est pas moderne. Lui, dont le mépris hautain du progrès, je cite encore, s'accompagne d'une dévotion au passé qui confine au paradoxe, à la manie ou au dilettantisme. Dans Maître d'hier et d'aujourd'hui, Roger Marx s'emporte aussi au sujet de l'exposition centennale des arts français 1800-1900. Il avait semblé qu'une exposition organisée dans un esprit avant tout scientifique se devait d'affirmer les revendications, ou plutôt les conquêtes de la critique moderne, de proclamer l'unité de l'art, de montrer en lui l'expression adéquate et fidèle du milieu social. À raison même de son caractère officiel, la circonstance n'était pas favorable pour prononcer la définitive déchéance de hiérarchie surannée, déplorable, et pour convier les arts, hier majeurs ou mineurs, à participer également à la glorification de l'école. Cependant, pour cet admirateur des Goncourt, les principes républicains et la bonne démocratie n'excluent pas les hiérarchies en une sorte de darwinisme social. C'est intéressant de revenir là-dessus, me semble-t-il. Les penseurs de la Révolution ont eu l'intuition du devoir esthétique et social. Plus tard, les régimes monarchiques s'en sont écartés et une interprétation abusive a fait dévier de leur sens originel les principes qui régissent l'organisation des républiques. Or, on infère de l'égalité des droits, absolue pour tous, l'égalité des cerveaux et des capacités, contraire à l'ordre de la nature. C'est un vieux débat aujourd'hui qui perdure avec Jacques Rancière, par exemple. Toute force vient du peuple, mais faute de leur donner, elle s'égare ou se perd. La bonne démocratie est celle qui administre ses énergies, hiérarchise ses valeurs, de manière à en assurer le plein emploi dans l'intérêt commun, et qui prépare une hérédité favorable par un sain équilibre de l'homme avec ses semblables et avec lui-même. L'homme, bien sûr. William Morris, 1834-1896, petit rappel, est quant à lui très influencé, au contraire de Roger Marx, par les écrits de John Ruskin. Il avait rejoint la Democratic Federation en 1883 et cofondé la Socialist League, dont il sera le délégué à Paris, au congrès de la Deuxième Internationale, siégeant aux côtés de la fille cadette de Marx, aucun rapport entre Roger Marx et Lanor. Défenseur d'un socialisme jugé trop libertaire, il est bientôt contraint de quitter la Ligue en 1889, à la veille de sa publication de News from Nowhere en 1890, écrit dans lequel il défend, comme le note Rossella Froissart, une communauté égalitaire et démocratique, et 2 ans avant la publication de l'art, de l'idéal socialiste, l'art, dans la New Review en 1891, dans lequel il écrit, par conséquent, le premier point de l'idéal artistique du socialiste est qu'il devrait être accessible à tous, et ce n'est possible que si l'on admet enfin que l'art doit faire partie intégrante de tous les produits manufacturés, possédant une forme bien précise et destinée à durer. Or, poursuit-il, de même que je sais qu'aucun art populaire digne de ce nom ne peut naître d'un autre terreau que celui de la liberté et du respect mutuel, je suis certain que cette opportunité sera offerte à l'art et qu'il la saisira. Et comme il en appelle à la tradition des temps passés, il s'interroge, sommes-nous des réactionnaires ancrés dans un passé mort? Toujours est-il que les productions Art and Crafts seront un échec, comme on le sait, en matière de démocratisation du fait tout simplement de leur prix prohibitif. Il faut aussi constater que Maurice n'échappe pas à des pensifs colonialistes, sexistes et racistes, lorsqu'il évoque notamment « Je ne sais quel marché lointain, tyrannisé par des lubies d'une créole languide ou d'un nègre fantasque ». C'est écrit comme ça en toute tête. Certes, en 1889, c'est-à-dire un siècle avant la publication de l'orientalisme d'Edward Said. Et l'on peut mesurer les limites de la révolution qu'il propose quand il écrit la véritable œuvre d'art, le véritable chef-d'œuvre d'homme raisonnable et viril, c'est moi qui souligne, conscient du véritable lien de la société qui fait que tout ce que fait chacun d'eux est important pour tous les autres. Le deuxième temps, ce sera celui du social et du politique avec de nouveaux éclairages. Et dans le cadre ici imparti, je ne reviendrai pas sur l'historiographie du constructivisme russe, du Werkbund, du Bauhaus,
le rôle des pouvoirs en place dans la valorisation ou la dévalorisation de l'utilitaire et donc du mineur y étant parfaitement identifié. Et je passerai aussi sur l'instrumentalisation du mineur sous un angle identitaire et nationaliste par le régime de Vichy. Frédéric Vergne, qui parlera demain, relevant l'instrumentalisation de la vogue de la céramique de production française sous l'occupation, quand la propagande annonce que la France restaurera les antiques traditions artisanales qui ont fait jadis sa fortune et sa gloire. En France, la dimension identitaire et patrimoniale de la céramique avait précédemment été mise en avant lorsque Georges-Henri Rivière organisa à Paris en 1937 l'exposition Potiers et imagiers de France, dans laquelle il s'agissait de valoriser les objets témoins de la vie rurale en leur conférant d'urgence un statut plus prestigieux, celui d'œuvre d'art. Les hiérarchies entre art mineur et majeur font en effet référence dans l'idée d'œuvre d'art populaire, comme il en fut quelques 20 ans plus tard, en 1957, quand René Huyghe, ces dates 1906-1997, écrivait que l'art populaire a les yeux fixés sur les classes qui le dirigent, en particulier sur l'aristocratie, le seigneur, et il s'applique également à démarquer, à assimiler les innovations dont elle lui montre un exemple si brillant. Donc, on est à l'intérieur, évidemment, du système. Il faudra du temps avant que l'histoire de l'art en vienne à interroger, Éric de Chassey le disait tout à l'heure, les méthodes de la discipline elle-même. Et je citerai Laurence Bertrand d'Orléac, qui écrivait méchamment, un petit peu méchamment, ses préjugés, son habitude antiquaire, son malthusianisme, son mépris des publics nouveaux. Elle écrivait ceci il y a déjà 25 ans, participant elle-même quand même à de nouveaux éclairages largement initiés tout de même par des conservateurs de musées, des commissaires d'exposition, des théoriciens et des artistes. J'ouvrirai ici une parenthèse pour noter que parmi ces derniers, Picasso, qui avait certes tous les défauts du monde, soutenait en ce domaine un point de vue très radical. Il ne faut pas distinguer entre les choses. Pour elle, il n'y a pas de quartier de noblesse. Et dès lors, il ne s'agit plus de transfigurer le banal, donc à l'intérieur des hiérarchies, ou d'ennoblir le mineur, car Picasso aimait les choses, toutes les choses, disait-il, un bouton de porte ou un pot de chambre, n'importe quoi. Androla Michaeli décèle une cohérence avec son engagement au Parti communiste, mais aussi avec l'état d'esprit anarchiste qu'on lui prête. Je mentionnerai également la dimension politique que se font de l'idée de mineur les artistes dissidents, anarchistes, situationnistes, révolutionnaires, qui se réunissent à Albisola Marina, en Ligurie, pour produire individuellement ou collectivement des céramiques et créer l'événement, comme lorsque Azerion ou Bage organise la première des rencontres internationales de céramique d'Albisola en 1954, et l'on mesure l'écart entre leur position et celle de Lucio Fontana. Il était question de ces positions des futuristes et de leurs acquaintances avec le fascisme hier, qui avait déclaré en 1939, après ses propres expériences à Albisola bien plus tôt, en 1934 et 1936, « Je suis un sculpteur et non un céramiste ». Alors, je reprends le fil. Nous en étions restés à la fin des années 50, quand le statut économique et social du mineur est mis en lumière par François Mathey, historien de l'art, inspecteur des monuments historiques, conservateur au musée des arts décoratifs à Paris de 53 à 85 dans la longue durée, directeur du centre de création industrielle de 68 à 76, lorsqu'il assure le commissariat général de nombreuses expositions qui firent date, oh là là, catastrophe, notamment Antagonisme en 60, bon, je passe, voilà. Ah, tu me donnes ton temps, bon, merci. Je passe sur les titres des expositions. Écrit dans le catalogue de 1977, un problème de société, que c'est en fait, bon, l'affaire est entendue au moment de ces expositions, cette question-là est un problème social, un problème de société, c'est-à-dire un problème politique. Les critères de beauté, d'unicité ou de signature étant les noms d'un certain ordre établi. Entre-temps, François Mathey est le commissaire de l'exposition 60-72, 12 ans d'art contemporain en France. Au Grand Palais, je prends quand même 2 minutes pour en dire quelque chose, parce que ça lui vaut les foudres de Pierre Restany, lui reprochant la sélection des œuvres exposées et le renvoyant de facto, comme l'écrit Brigitte Gillardet, à son secteur d'activité officielle, l'art décoratif et le design, ce qui reconduit parfaitement les hiérarchies une fois encore.
Et cet épisode rend aussi compte de la complexité des engagements à l'échelle institutionnelle, mais aussi de la difficulté qu'il y a à clarifier les positions théoriques et politiques des critiques et historiens de l'art. Entre Mattei et Restani, le plus classiciste des deux n'est pas forcément celui que les emportements du second laisseraient croire. 72 est aussi l'année de publication d'un livre de Ferdinando Bologna, historien de l'art italien né en 1925, des arts mineurs au design industriel, l'histoire d'une idéologie, parcourant la question des arts mineurs depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle, en passant par les débats autour de Ruskin, Semper et Maurice, jusqu'au milieu du XIXe siècle avec le Bauhaus et l'émergence du design. Et dans le sillage, lui, d'une idéologie marxiste, il montre, comme l'écrit Jean-François Luneau, comment la frontière qui sépare les beaux-arts des arts mineurs a fait l'objet de renégociations constantes entre les acteurs sociaux, jusqu'à devenir une ligne de démarcation assez mouvante, notamment au gré de l'évolution de la société. Et selon lui, le mépris pour le mineur se poursuit dans la division du travail résistant à la chaîne opératoire des porcelaines de Wedgwood, séparant le travail du dessinateur des autres tâches productives. Il n'empêche que, comme l'écrit Anne Lafont dans son livre « L'art et la race », au sujet du médaillon dont il a été question hier soir lors de la performance, portant le texte « Ne suis-je pas un homme, un frère » présenté dans l'exposition « Les Flammes », Josiah Wedgwood, entrepreneur en porcelaine et faïence, était membre actif de la Société pour l'abolition de l'esclavage. Et c'est dans ce cadre qu'il avait commandé à Wood un dessin en 1787 pour en faire un sceau accompagné de cette fameuse inscription « I'm not a man, I'm not a brother », traduit en français à Sèvres. En 1789, le surintendant des bâtiments de Louis XVI, Givilliers, dont il a été également question hier, en fit quant à lui interdire la fabrication lorsqu'il apprit qu'à la manufacture de Sèvres, des médaillons à fond blanc représentant un nègre à genoux et enchaîné avec cette légende étaient diffusés, inquiet de ce que, je le cite, de pareilles médailles portées dans les colonies pourraient, vues par des nègres, y exciter du mouvement. Il défend alors absolument d'aller plus avant pour cet objet et, si la médaille est faite, de n'en délivrer absolument aucune. Et cela me conduit à mentionner enfin certains éléments qui ajoutent de nouvelles problématiques au terme des anciens débats. Je me dépêche. Dans les points de rupture et des nouveaux débats sur quoi je voudrais passer effectivement davantage de temps. Revaloriser le mineur, l'ennoblir, le transfigurer et même le légitimer revient à perpétuer les hiérarchies, alors qu'il s'agit de penser le mineur comme l'ont fait, c'est encore eux, mais oui, encore eux, Gilles Deleuze et Félix Guattari, écrivant sur Kafka pour défendre une littérature mineure affectée d'un fort coefficient de déterritorialisation et échappant, et c'est ce qui me semble absolument formidable, à toute assignation à résidence. On pourrait inscrire dans cette lignée le travail de Rose-Marie Troquel, qui, lorsqu'elle fabrique en céramique de fausses boîtes en carton ondulé, écrit Catherine Foremblin, poursuit son combat contre la hiérarchie des pratiques masculin-féminin à artisanat, cultivées par l'histoire de l'art occidental. Et j'ajouterai dont on sait ce qu'elle doit à la tradition platonicienne qui structure encore pas mal notre contemporanéité occidentale. Mais la place du musée n'est plus la même lorsqu'il entreprend de décoloniser dans tous les sens du terme ses expositions, ses collections et ses discours, en s'inscrivant, comme il en est des flammes, du côté du postcolonial, du genre, de l'écologie, des marges en général, alors que, comme le souligne Andresen dans le catalogue, les médiums historiquement minorés dans l'échelle des arts sont ceux que certaines minorités choisissent et pour ces raisons mêmes de se réapproprier. L'historiographie de la notion de mineur se trouve considérablement enrichie et déplacée en un changement de paradigme soulevant de fortes résistances. Est-ce que j'arrête là ou est-ce que j'ai 1 minute et demie? Il a dépassé 3 minutes. Déjà. Ah non. Bon, alors je vous remercie. Peut-être pour les questions. Merci. On devra le lire en fait. Merci beaucoup, Evelyne. Désolée de cette durée trop courte, toujours. Je voudrais maintenant introduire Marie-Charlotte Calafa, qui est conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources documentaires au MUCEM, en charge du pôle Histoire de musée et des réserves depuis leur transfert des collections du Musée des Arts et Traditions Populaires à Marseille.
Elle a assuré les co-commissariats d'exposition et des directions d'ouvrages de documents bilingues en 2017. Georges-Henri Rivière, Voir, c'est comprendre en 1918 avec Germain Viat. 2018. Ah, pardon, j'ai entendu. Folklore en 2020 avec Jean-Marie Gallet. Elle s'intéresse tout particulièrement à la muséographie des arts populaires et notamment au cabinet de curiosité, au diorama, à l'unité pédagogique. Je voudrais aussi ajouter qu'elle a été une partenaire vraiment formidable dans le cadre des prêts majeurs consentis pour les flammes par le MUSEM et a aussi contribué à un très beau texte pour son catalogue à propos de Rivière et Matet, dont sa communication va aussi reparler. Merci. Merci beaucoup, Anne, et merci aux organisateurs. Cette présentation vise donc à étudier l'approche de Rivière à la tête du Musée national des arts et traditions populaires et de la mettre ensuite en perspective avec celle de François Matet au Musée des arts décoratifs, pour voir comment tous deux vont interroger et muséographier les objets et s'intéresser à l'expression des formes dans la vie quotidienne. Pour commencer, rappelons 3 temps d'institution, le musée d'ethnographie du Trocadéro, le Musée national des arts et traditions populaires avant et après ouverture. Dans ces 3 temps institutionnels, nous allons montrer comment l'équipe du Musée national des arts et traditions populaires, qui tente de justifier systématiquement son existence à partir de 1936, de donner une place aux arts populaires, s'adapte à des politiques culturelles et les donne à voir par le biais d'expositions qui questionnent le rapport entre tradition et modernité. S'il est proposé ici de questionner la muséographie des arts populaires et folkloriques, il s'agit dans un premier temps donc de remonter à ses origines. Les objets folkloriques du fonds français du musée d'ethnographie du Trocadéro, constitués à partir de 1878, sont décrits comme des objets de curiosité. Ils sont étudiés comme des réminiscences du passé des survivances et sont acquis dans un désir de conservation des savoirs et du folklore. Le musée d'ethnographie du Trocadéro est ainsi à remettre dans un contexte d'affirmation des nations, de dépeuplement des campagnes et de volonté de politique de centralisation et d'unification linguistique. Les dioramas de la Salle de France sont particulièrement marqués par les musées de plein air au Danemark, en Suède et en Norvège. L'ouverture en 1884 de la Salle de France s'inscrit donc dans ce modèle, permettant à l'échelle nationale et sur Paris une synthèse des folklores régionaux. La réception par la presse de la Salle de France est éloquente. Fernand Landrin, dans un article intitulé « Anciens costumes populaires français au Palais du Trocadéro à Paris » dans la revue Nature, écrit en 1889, je cite, « Ces objets offrent un ensemble d'un grand attrait. En ce moment où il est à la mode de rechercher les vieilles chansons, d'étudier les anciennes mœurs ou coutumes. Ce n'est pas sans peine que l'on a pu réunir ces objets hors d'usage, maintenant pour la plupart, et remplacés par les nouveaux instruments perfectionnés et brevetés. Aussi, il a fallu courir dans les villages les plus isolés, questionner, fouiller, ramasser dans les coins, enfouis sous la poussière, les ustensiles usés, toutes les vieilleries. Les costumes authentiques, placés sur des mannequins modelés d'après nature et donnant une idée exacte du type de la région, sont groupés par province et entourés des ustensiles de ménage locaux, des meubles anciens ou des instruments appropriés. Vous voyez ici comment l'objet est utilisé comme un décor pour prendre place dans des espaces donc découpés par zones géographiques. C'est les spécificités régionales qui sont mises en avant et notamment la céramique avec ce pichet de Quimper dans la salle de Bretagne qui a une place de choix. Mais ce n'est pas que les spécificités matérielles qui sont montrées puisque c'est également les types physiques des différentes régions de France qui sont alors au cœur de ces présentations. L'écuelle ici est citée par les folkloristes justement dans une dynamique de survivance, comme je disais tout à l'heure, comme un des meubles essentiels du service de table pendant tout le Moyen-Âge. En 1937, le musée d'ethnographie devient le musée de l'Homme sous la direction de Paul Rivet et le palais de Chaillot remplace le palais du Trocadéro. Georges-Henri Rivière prend la tête du département des arts et traditions populaires créé au sein des musées nationaux à partir des collections de la section française du musée d'ethnographie. Cette création est impulsée par le Front populaire et son ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, Jean Zay.
Cette même année, en 1937, donc, se tient le premier congrès international de folklore de Paris, où une approche plus scientifique du folklore va être défendue. Le rapport au terrain n'est pas celui donc d'un acteur qui ravive l'âme d'un territoire comme un régionaliste, mais d'une approche scientifique basée sur l'observation, les questionnaires, les cartes. Cette approche se traduit muséographiquement en 1937 dans l'exposition de la maison rurale présentée dans le nouveau palais des Beaux-Arts de la ville de Paris. La presse fait écho d'une muséographie innovante, claire et pédagogique. Elle laisse, comme vous le voyez ici, une place nouvelle au texte, aux cartes, et se démarque donc radicalement du caractère pittoresque des muséographies de la Salle de France. Il s'agit ici de faire œuvre de science, de donner à voir la ruralité sous un angle nouveau. Cette même année, 1937, le Musée des Arts décoratifs est sollicité par le nouveau Musée national des arts et traditions populaires pour accueillir au pavillon de Marsan sa première exposition potier et imagier. La préface du catalogue de Georges-Henri Rivière parle de cette manifestation comme une ouverture au folklore français dont elle donne sa première consécration officielle. Les pièces exposées sont majoritairement les nouvelles acquisitions du musée par le biais de leurs premières enquêtes, mais aussi par les dons du réseau autour de Georges-Henri Rivière, David Veil, Charles Raton ou Georges Sale. C'est également des pièces qui ont été sélectionnées suite à un travail conduit au musée de la céramique de Sèvres sur près de 250 céramiques qui ont été prélevées chez des quantités de potiers par les préfets depuis Napoléon Ier et stockées jusqu'alors dans des caisses en réserve. L'approche se veut être à la fois esthétique et scientifique et propose une introduction historique suivie d'approches techniques et de présentation de spécificités régionales. La nouveauté réside aussi sur des interrogations sur une approche plus anthropologique avec des parties consacrées aux entrées suivantes: habiter, boire, voyager, naître et mourir. Sur ce visuel, vous voyez comment les soupières sont disposées dans une recherche de composition muséographique assez dynamique et cette typologie est le support de deux discours. C'est d'abord la soupière qui est liée à un rite de passage qui va être mis en avant, le mariage, et c'est aussi les aspects sociaux de la consommation des aliments dans la société rurale française qui vont être étudiés dans un rapport de classe, la soupière étant développée d'abord par les classes supérieures et faisant une arrivée tardive dans la société rurale au XIXe siècle. Comprendre en quoi l'objet populaire est vecteur aussi, en fait, au-delà des diversités formelles et techniques d'appartenance, ce qui est donc donné à voir, c'est ce type de céramique patronique, celles qui vont rendre quelque chose de signifiant par leur iconographie sur des croyances religieuses, des convictions politiques, ou ici l'appartenance au compagnonnage des francs-maçons. 2 ans après la création du Musée national des arts et traditions populaires, Georges-Henri Rivière va avoir l'occasion de déployer très tôt son projet scientifique et muséographique pour son musée. Le règlement de l'Exposition internationale de New York avait spécifié un thème commun pour les nations, la construction du monde de demain. Pour répondre à cette formule, la France choisit de mettre à l'honneur le tourisme, l'art, le luxe, l'élégance, la gastronomie et convoque également le folklore afin d'insister sur l'attractivité du village et du pays. Georges-Henri Rivière en assure le commissariat général. Il expose dans une section du pavillon, après le luxe et les arts classiques, les arts populaires, bretons, savoyards, alsaciens et provençals, à travers des reconstitutions d'intérieur comme un véritable contrepoint donc à l'idée d'un futur industrialisé et uniformisé. La question ici donc de l'art populaire est posée et les prémices de ce qui deviendra l'unité écologique. Et pour cela, je cite Georges-Henri Rivière dans la revue de folklore français et colonial en 1936. L'objet ne sera pas considéré comme une simple curiosité ou une valeur purement esthétique, mais comme le signe matériel de quelque chose de vivant, en l'occurrence des techniques, coutumes, traditions, représentations qui ont cours dans les milieux proprement populaires. Pour autant, il ajoute que le folkloriste doit s'inquiéter de la disparition de la création populaire, comme il dit, de plus en plus sporadique, aberrante, étouffée par la production industrielle.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le folklore va être instrumentalisé par le gouvernement de Vichy au service de sa propagande. La thématique de la relance de l'artisanat populaire était déjà présente, on l'a vu avant la guerre, mais les métiers traditionnels sont véritablement le troisième pivot de la trilogie vichiste aux côtés de la famille et des provinces. La revue Métiers de France l'atteste parfaitement. Mise au service donc de la propagande pétainiste, cette revue est rédigée par le service de l'artisanat du ministère de la Production industrielle et s'adresse plus particulièrement aux artisans. On voit comment Pétain finit son texte « La France restaurera les antiques traditions artisanales qui ont fait jadis sa fortune et sa gloire ». La première exposition Tradition et Renouveau est ouverte le 1er mai 1941 sous la direction de Pierre-Louis Duchartre, alors chargé de recherche du CNRS. Dans la revue Métiers de France, qui met ses expositions à l'honneur, Duchartre évoque l'artisanat qui, je le cite, ajoute une note d'art à l'utilité et doit refleurir et nourrir son homme. En 1942, cette exposition tourne à Orléans, Angers, Caen, Reims, Rennes, Beauvais, Paris. Et à propos de cette exposition, une archive de 1942 du Musée national des arts et traditions populaires nous éclaire un peu des intentions. Je laisse. Nous voulons mettre en honneur les artisans en les encourageant par des commandes. Nous désirons aussi que soient connues les grandes familles d'artistes aimant leur métier et qui en ont le respect. Malheureusement, il y a trop de difficultés à surmonter. Trop d'artisans manquent quelque peu de goût, car on ne peut demander à tous les artisans d'être des créateurs. Ces derniers sont très rares et de nombreux artisans se bornent à faire des copies d'objets faits industriellement, ce qui est la négation même de l'artisanat. On voit comment ça se traduit donc en exposition par le caractère déjà commercial de l'exercice, puisque ces céramiques sont à vendre, et les potiers également qui sont mis en valeur. Ce qui est mis en avant, c'est donc, pourrait-on dire, les beaux arts populaires, car il s'agit pour l'équipe du musée de croire qu'il y a aussi la possibilité de jouer un rôle dans la relance de l'artisanat en montrant des exemples vertueux, comme notamment la section sur la Borne à Paris, où elle est décrite avec une longue monographie comme un centre de poterie particulièrement étonnant par la longévité d'une tradition encore vivace après des siècles. Je vous montre aussi ceci pour dire que des acquisitions ont été conduites bien a posteriori de ces années 40, comme c'est le cas pour ce santon à l'effigie du maréchal Pétain ou ces céramiques également portant emblèmes et des slogans vichysois, qui montrent justement dans quelle mesure aussi le gouvernement de Vichy a réactivé à sa manière ses savoir-faire artisanaux, aussi bien en céramique que l'imagerie populaire. Alors que le folklore donc, est instrumentalisé par le gouvernement de Vichy, le Musée des arts et traditions populaires va conduire pendant la Seconde Guerre mondiale des enquêtes de terrain sous la forme de chantiers intellectuels en France occupée comme non occupée, sur des thématiques comme l'architecture rurale, le mobilier traditionnel ou l'équipement domestique. Et après-guerre, ces enquêtes vont nourrir les expositions temporaires du Musée national des arts et traditions populaires avant son ouverture, dans des espaces d'exposition concédés par les équipes du Musée de l'Homme au Palais de Chaillot. Après-guerre, donc, ce qui est très marquant, c'est le caractère nouvellement plus apolitique du discours accompagnant la présentation des expositions. Le musée va soulever d'autres enjeux sociétaux, tels le questionnement sur le rapport homme-femme. Il va être constaté la perte d'un savoir-faire sans vouloir pour autant désormais la retenir. La première exposition après-guerre du Musée national des arts et traditions populaires est intitulée « Bretagne, art populaire et ethnographie régionale ». La presse en fait largement écho dans des termes très positifs. La prestigieuse revue d'anthropologie anglaise Man, en 1952, en fit la mention en ces termes. Les références à Saint-Jean-la-Poterie et ses femmes potières travaillant sous les ordres de maîtres qui contrôlent les fours sont particulièrement intéressantes.
Le premier voyage des enquêteurs du Musée des Arts et Traditions Populaires à Saint-Jean-la-Poterie remonte à 1941 et se conduira ensuite sur près de 5 ans dans le cadre de ces fameuses enquêtes des chantiers intellectuels sur les techniques artisanales. Il est constaté que les potières âgées ne pouvaient alors plus cuire leur poterie en absence du cuiseur. Ce centre est choisi par sa longévité, les premières traces remontant au XVe siècle. En 1831, on comptait 25 marchands potiers et 210 potières. En 1943, ne subsistaient que quelques ateliers, dont celui de Marie-Julienne Noury à la Bourdonnais. Et les derniers ateliers ont disparu en 1946. À Saint-Jean-la-Poterie, le travail de la poterie était réservé aux femmes. Les hommes, cependant, participaient aux opérations d'extraction ou de cuisson, la production étant vendue uniquement par des hommes, par les marchands potiers qui étaient propriétaires de la terre et des fours. L'exposition, comme le catalogue, donne à voir le constat donc, de la perte. Se justifie alors d'autant plus la patrimonialisation de cet art populaire qui disparaît. En 1953, 2 expositions pourraient être mises en lien avec le Salon des Arts Ménagers pour montrer comment les objets sont un support de réflexion. L'exposition du Musée national des arts et traditions populaires intitulée « Objets domestiques des provinces de France dans la vie familiale et les arts ménagers », mais aussi les stands du Musée national des arts et traditions populaires qui prenaient place au sein même du salon, au même titre que les expositions pensées par l'UAM intitulées « Formes utiles » sont toutes une réaction au développement de la civilisation industrielle. Et là, je cite la préface du catalogue d'exposition des objets domestiques, comme le dit Rivière, qui apporte à l'équipement domestique des transformations profondes dont le rythme s'accélère sans cesse. Cette exposition, on peut le voir aussi, s'adresse aux élèves du cours de dessin de l'école Étienne, comme ces photographies en témoignent. On voit une muséographie très sobre et élégante qui contraste de manière assez saisissante avec les objets exposés. J'avance, on arrive à l'ouverture donc du Musée national des arts et traditions populaires en 2 temps, 1972 pour la galerie scientifique, plutôt dédiée aux chercheurs, et 1975 pour la galerie culturelle, pour, disons, le grand public. Ce qui va être étonnant, et c'est tout simplement le fait de constater que la gestation du Musée national des arts et traditions populaires sera plus longue que sa vie, puisque le musée fermera ses portes en 2005. Au sein de la section de la terre au pot, une vitrine donne à voir une approche très technique de séquence de fabrication pour évoquer le savoir-faire. Montre également une vitrine sur la céramique dans un accrochage très dense où on ne pouvait qu'être subjugué par la diversité des formes et des usages, des provenances et des tailles, voire même des dénominations. Georges-Henri Rivière dispose dans la galerie culturelle du Musée national des arts et traditions populaires un pot aux formes traditionnelles tourné par Madoura et peint par Picasso, acquis une dizaine de jours seulement avant l'inauguration en 1975. Véritable interrogation sur le chef-d'œuvre et sur la nature de l'artiste. Sujet donc sur lequel se penchera également François Maté en 1977 dans l'exposition Artistes-Artisans, exposition qu'il dédicacera à Georges-Henri Rivière et dans laquelle il montrera aussi bien de la poterie d'anonymes que des vases et pots de Gallet, Lalique, Gauguin. Dans son activité au MAD, Musée des Arts Décoratifs, François Maté met toute son énergie dans ses expositions au service des artistes vivants, à l'expression des formes dans la vie quotidienne et à l'interrogation sur la nature même de l'artiste. On peut s'interroger sur la dimension éventuellement aussi politique de cette approche de Maté comme de celle de Georges-Henri Rivière dans cette volonté de valoriser et de montrer la beauté des créations populaires et de les disposer sans hiérarchie au même niveau que l'art moderne et contemporain. Dans cette exposition Artistes-Artisans, Maté montre notamment des artistes comme Valentine Schlegel. Inspirée des objets du quotidien, d'inspiration souvent méditerranéenne, Valentine Schlegel va enseigner de 1958 à 1991 dans les premiers ateliers de modelage au Musée des Arts Décoratifs pour les jeunes.
Elle mène alors une pédagogie toujours d'actualité qui conjugue familiarité avec les collections du musée, acquisition des savoir-faire et autonomie et imagination. Ce qui fera rencontrer à Valentine Schlegel un grand succès, c'est cette production de cheminées en plâtre qu'elle va réaliser pendant près de 40 ans. Telles les femmes berbères, comme elle dit, qui façonnent les parois argileuses de la rapida troglodyte, Valentine réalise plus d'une centaine de cheminées conçues comme de véritables sculptures à vivre. Elle s'inspire aussi largement d'objets d'art populaire. Il faut conclure. Et une autre artiste, simplement, je la cite, Elisabeth Julia, qui, elle, était installée dans un centre historique de Poitiers. Et donc, cette pièce avait fait l'objet, l'année même de l'exposition, d'une acquisition par le musée. Donc, ma conclusion sera peut-être simplement autour de cette exposition Il collectionne, pour citer, si j'ai un peu le temps, aussi François Maté. J'attaque. Les objets sont des témoins précieux. Ils relèvent aussi bien de la notion traditionnelle de l'art que de la mode, ou plus généralement de l'histoire des mœurs. Mais un dénominateur commun les rassemble, c'est la passion de ceux qui les ont réunis, une passion qui se moque des moyens, une passion créatrice qui suppose méthode, patience, obstination, érudition. Parce que la passion est une, absolue, elle exclut toute hiérarchie, celle des genres, des arts et des objets. Et il ajoute un peu plus loin, qui sait ce que dans un musée, le musée recueillera de notre temps? Peut-être précisément le plus éphémère parce que devenu le plus rare, et c'est avec ce regard du conservateur de demain qu'il convient de considérer le document d'aujourd'hui, banal et dérisoire, comme l'étaient ces mêmes objets familiers et précieux des temps passés, qui sont le charme de nos musées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Alors, je suis très heureuse de présenter maintenant Zahia Rahmani, avec qui j'ai eu la chance de collaborer, notamment sur le colloque L'envers du tapis en 2013, ici même, qui était lié à l'exposition Décorum. Et avec qui je suis en lien constant. Vraiment que je suis ravie d'accueillir là. Écrivaine, qui vient d'ailleurs de recevoir l'Albertina Book Prize pour la meilleure traduction en 2020, donc à New York, pour son roman, Musulman roman, qui était publié en français en 2005. Elle est aussi historienne d'art de formation et responsable à l'INHA du domaine de recherche Histoire de l'art mondialisé. De 1999 à 2003, elle a créé et dirigé le Research Programme post-diplôme de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Elle a travaillé à la Villa Arson, à Nice, à la Galerie nationale du jeu de paume. En 2012, elle met en place à l'INHA Made in Algeria, un programme dédié à la cartographie et la captation coloniale qui conduit à l'exposition Made in Algeria avec Jean-Yves Sarrazin de la BNF. Donc cette exposition Made in Algeria, généalogie d'un territoire, qui fut présentée au MUSEM en 2016, et le catalogue attenant publié chez Azan. Plus récemment, elle s'est engagée dans un projet titanesque et absolument nécessaire qui s'intitule Sismographie des luttes, une compilation raisonnée de revues critiques et politiques parues tout au long du XXe siècle autour de luttes souvent invisibilisées dans les recensions de l'histoire occidentale. Un projet In Progress qui rayonne depuis à travers le monde, qui a été présenté à différents endroits dans ces différentes étapes, notamment à Pompidou, à Paris, au MACBA à Barcelone, et qui sera à Carnegie International très prochainement. Elle va nous parler à présent de poterie berbère depuis un point de vue intime, un point de vue subjectif, voilà, de ce que ces poteries peuvent représenter, signifier en elles-mêmes, mais aussi pour elles, et de ce qui est passé ou laissé sous silence quand elles sont exposées. Alors, merci Zahia. De rien, je suis désolée. Je prends du retard et j'en suis navrée, mais je vais essayer.
je fais une petite modification dans mon PowerPoint et donc j'ai dû le... Voilà. Alors, ils sont où? Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ah, c'est pas le mien. Chers amis, il est là. Jour 2. Oui. Bon, je vais essayer de rattraper le temps. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs. Je remercie Anne et puis vous tous présents dans cette salle. Je vais faire une petite digression, n'en voulez pas. Vous allez peut-être pour certains considérer vraiment que je suis très très loin du sujet. Et qui plus est, je vais le dire comme d'autres, je n'ai pas de compétences sur la question. Donc voilà, c'est un peu la singularité de Anne Dressen, de fréquenter des gens qui sont ce qu'on pourrait appeler à la marge des problèmes sur lesquels elle travaille. Je pense que cette marge, parfois, peut enrichir aussi ses projets. Alors, je vais peut-être lancer le diapo, c'est comme ça. Alors, je disais donc que j'ai proposé comme titre le cas de la poterie berbère, ce que la menstruation occulte, mais en fait, j'aurais pu donner un autre titre qui serait le suivant, Mélancolie de ma mère. Alors, je voudrais tout d'abord prévenir les éditeurs présents, je le disais ici, ainsi que les spécialistes et historiens du sujet qui nous occupent aujourd'hui, qu'en aucune manière il m'est possible de m'inscrire comme spécialiste de la céramique, à un quelconque degré que cela soit, et je n'ai ni compétences historiques, ni compétences techniques sur le sujet. J'ai tenté, parfois, d'essayer de faire un peu de la poterie, et c'est pas terrible. J'ai pour une justification à ma présence ici de partager avec vous la compréhension qui s'est imposée à moi, avec le temps, des raisons pour lesquelles mon foyer familial en France s'est vu, au fur et à mesure du temps et de sa présence sur le territoire français, devenir un lieu de la conservation du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et plutôt que de parler de céramique, je dirais un lieu de conservation de production de terre cuite, originaire de Kabylie, et relevant donc de ce qu'on nomme la poterie berbère. Alors, ce sont mes discussions avec Anne Dressen, alors en cours de préparation de son projet d'exposition sur les productions de terre cuite en Afrique du Nord, qui m'ont amené à me replonger dans l'affection qu'avait ma famille pour ces objets de terre, et plus particulièrement le plaisir qu'avait ma mère de les collectionner, de nous en parler. Alors, je vais maintenant vous offrir une petite digression. J'ai grandi dans l'Oise, non loin d'ici, mais je suis née en Algérie. Ma famille est originaire d'Afrique du Nord et donc d'une région marquée par la culture berbère. Sa culture relève à la fois de la tradition berbère, par sa langue, mais étant originaire de Kabylie et plus spécifiquement de la Kabylie maritime, elle est aussi berbère par ses us, comme on dit, et coutumes. En berbère, je le dis mieux. Dans cette région qui borde les rivages de l'Algérie, de Délis à Béjaïa, la Kabylie, la spécificité du sujet de notre rencontre, la céramique, est plus qu'un simple élément de la culture, dite traditionnelle de ce territoire, mais un vecteur majeur et fort de l'identité des communautés autochtones de l'Afrique du Nord. Dans cette part du monde, cette pratique, la céramique, entendue ici comme étant la pratique dont relève la poterie, a de tout temps été identifiée comme relevant d'une pratique produite par les seules femmes. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'ai pas mis le bonjour les deux, donc ce n'est pas grave, ce sont les mêmes diapos, mais à mon avis, je vais vous promener dans mes images parce que celle que je voulais vous montrer n'était pas celle-là. J'ai mis les choses à l'envers. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Nombre d'ouvrages et de textes ont témoigné de cela. Je pourrais en citer quelques-uns, mais j'aimerais profiter de ma présence ici pour témoigner de ma reconnaissance en direction de Pierre Guichard, qui a mené un ouvrage collectif remarquable consacré à la poterie modelée du Maghreb et intitulé Par la main des femmes. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure en premier lieu. Voilà. Il est le premier en son genre pour la qualité de la recherche qu'il propose sur le sujet dont je vais parler, mais de manière moins scientifique, mais plus intime. La publication de ce livre par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, en coédition avec le Musée des Confluences, a coïncidé à quelques mois près avec la disparition de ma mère. Le couscoussier, ainsi que le canoun à encens qui illustrait la couverture de l'ouvrage et qui appartient aujourd'hui à la collection Association Terre de Femmes, a fait naître chez moi une vive émotion, tant cette poterie berbère, par sa beauté, sa fragilité, me rappelait combien cette pratique, celle de modeler la terre, avait été constitutive de l'identité culturelle de ma mère. Ce livre, je ne l'ai pas ouvert jusqu'à ces derniers jours. Par difficulté peut-être, de toucher de trop près ce qui animait ma mère. Au plus profond d'elle-même, ma mère était potière.
Merci Yann de me l'avoir fait découvrir en fait. Redécouvrir. Et jusqu'à la fin de sa vie, c'est à travers cette pratique et ce qu'elle représentait pour elle qu'elle avait voulu nous faire entendre sa culture. 2 voire 3 moments créatifs ont rythmé sa vie. Il se déroulait à 2 ou 3 moments de l'année, et cela durant toute sa vie en Algérie. Je convoquais en premier lieu celui dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui ne peut être séparé de la céramique. L'hiver, en Kabylie, les femmes tissaient des tapis. Cette pratique durait des semaines, parfois quelques mois. Et c'est par le tissage qu'elles écrivaient leur environnement, la nature, la famille, les enfants et les deuils. De cela, nous ne parlons pas ici. L'autre activité, qui elle s'exerçait au printemps, est la poterie. Une pratique ancestrale effectuée sans tour et souvent sans four. Je mets de côté aussi la vannerie. Mais quand même, ces 3 éléments qui se tiennent, vraiment, et les motifs d'ailleurs se répètent dans les 3 supports. Il y avait chez ma mère une mélancolie de la terre. Maintenant, elle n'est plus là. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu dérogé à mon classement, c'est un peu le bazar, mais ce n'est pas grave. Elle est née en 1930 dans un endroit très beau de la côte algérienne, donc qui aujourd'hui n'est plus très beau, parce que le tourisme et puis la pression urbaine, et puis aussi le terrorisme en Algérie a fait que les gens ont quitté l'intérieur des terres pour vivre sur la côte, et plutôt ensemble et concentrés. Sa maison d'enfance que j'ai connue était bâtie en amont d'une colline, d'où l'on avait une vue époustouflante sur les paysages côtiers et marins du site. Je vous présente un des endroits d'où venait ma mère, donc c'est Tixirt-sur-Mer, avec le site romain qui a longtemps dominé en fait le front de mer. La mélancolie de ma mère n'était pas induite par la perte de son pays, de son territoire après la guerre de l'Algérie et sa venue en France. Non, sa mélancolie n'avait rien à voir avec le sentiment de la perte matérielle d'une terre. Elle ne participait pas à la perte de son pays. Même si, me disait-elle, et elle aimait à le dire, le paysage de son enfance était imprégné à jamais en elle. Il ne pouvait, ce paysage, lui être retiré de sa mémoire. Sa mélancolie lui venait de la rupture d'avec certaines pratiques collectives qui, toute sa vie, lui manqueront. C'est en 1967 que ma famille est partie d'Algérie, de Kabylie, pour s'installer dans l'Oise et vivre quelques années dans un quartier résidentiel de la ville de Beauvais. Mais très vite, le désir de terre à soi, de terre que l'on touche, que l'on travaille, très vite ce désir s'est exercé en elle au point où mes parents, 6 ans après leur arrivée en France, feront l'acquisition d'une très grande maison lisière de forêt, celle de Hesse-Froidmont, et tournant le dos à un mont qui est encore aujourd'hui le point culminant de l'Oise, le mont César. Ainsi avait-elle décidé du lieu de notre nouvelle existence comme adossée à une montagne en son nord, au seuil, sur son versant ouest, d'un des plus beaux écrins forestiers de l'Oise. C'est une des plus petites forêts de l'Oise, mais je trouve la plus belle, Hesse-Froidmont. Chantilly, Compiègne, c'est bien, mais Hesse-Froidmont est très belle parce que c'est rempli de petites collines. Il y avait chez mes parents comme un besoin de travailler la terre, de la toucher. La terre était essentielle à ma mère. Dès que nous sommes entrés dans ce lieu, le jardin nous occupera tous. Durant des semaines, nous avons défriché le sol. Le lieu avait été inhabité durant plus de 25 années. Dans cette période toute vibrante des années 60, 70, d'immenses demeures tombaient en ruine. Ma mère était en quête peut-être d'un palimpseste, d'un lieu nouveau où nous pourrions écrire notre nouvelle vie. Ce jardin pouvait nous donner, comme quoi c'est superbe. C'est encore un lieu qui me donne la chair de poule, tellement il est sublime. Ce jardin pouvait nous donner nombre d'aliments dont nous avions besoin. À leur début, mes parents mirent dans cette terre les graines et autres plants que le territoire environnant avait pour habitude d'exploiter. Oignons, pommes de terre, petits pois, choux et haricots verts. Cette saison du jardin, nous devions la mener toujours ensemble, parents et enfants. Je garde en mémoire ces souvenirs d'enfance où, à peine sortis de l'école, nous devions vite nous retrouver au jardin pour retrouver la terre, enlever les mauvaises herbes, préparer les sillons, puis planter. Mais très vite, d'autres légumes firent leur apparition. Ce furent d'abord les poivrons, puis les piments, puis les cardes, les haricots blancs et les pois chiches. Il nous fallait suivre leur apparition du sol,
leur lente évolution jusqu'à la récolte. Mais cette terre ne lui offrira aucun argile, aucun pigment. Durant cette décennie et celle qui suivit, ma famille, ma mère ainsi que mes frères et sœurs avaient entamé un voyage retour en Algérie. Il se faisait l'été essentiellement. Et il sera de plus en plus régulier. Ça ne sera pas le cas pour mon père. Alors, dans les bagages, retour de ces voyages, bagages qui étaient des sacs lors du départ vers l'Algérie, des sacs très chargés de matériaux de cuisine ou de médicaments et de denrées variées et essentielles qui manquaient drastiquement à ce pays à ce moment, comme parfois le fil à coudre, mais aussi l'huile alimentaire et les fruits tels que les oranges et les bananes. Il n'y en avait plus dans les années 70-80. Dans ces bagages qui souvent seront ensuite chargés de produits sucrés, de bonbons, de chocolat, de toute nature en provenance de France, avec quelques cadeaux comme des vêtements et de nombreux médicaments que ma mère aimait distribuer à chacun. Dans les bagages retour, disais-je, de ces voyages, il y avait toujours des poteries. Elles étaient à l'intérieur remplies de graines ou de petits salés. Semoule roulée et séchée, lentilles grises d'Algérie, pois chiches et petits haricots blancs et noirs secs, ainsi que la graisse de mouton séchée au soleil, qui servira durant l'hiver à conditionner le couscous aux légumes secs, ce qu'on appelle ici le petit salé. Il arrivait dans les sacs, à l'intérieur des poteries. Ainsi s'effectuait l'échange entre la France et l'Algérie. Ma mère emmenait des médicaments et du sucre, elle revenait avec des poteries contenant des aliments, des herbes variées et quelques encens. Il en sera de même plus tard pour les arbres fruitiers. Elle revenait avec des plants bien emmitouflés dans du coton humide qui, posés à la surface d'un sac ou enserrés dans un plastique, mis en soute, parvenait sain et sauf jusqu'à la maison où très vite il sera mis en terre. Dans l'Oise, elle fera pousser des néfliers d'Algérie et surtout des figuiers. Ma mère, toute sa vie, utilisera des poteries, des jarres de terre pour stocker ses aliments. On parlait de la collection de rivières, mais on est très proche de ça. Plus encore, ces poteries parfois lui servaient aussi de contenant. À couture, ou plus souvent, elle y mettait aussi parfois des chaussettes ou des bonnets. Elle ne pouvait s'habituer au mobilier de rangement qui se présentait à elle en France. Elle n'avait connu que jarres géantes, récipients pour le stockage de l'huile d'olive, pour la graine de semoule et toutes les denrées alimentaires que j'ai mentionnées. Les poteries, les jarres serviront aussi plus tard à la maison à stocker la laine. À l'âge de 10 ans, je vivais dans cette campagne de l'Oise. J'étais dans un habitat qui était conforme aux normes bourgeoises de l'édifice. Il y avait des cheminées dans chaque pièce. L'antre de chacune pouvait être refermé à l'aide d'un volet de zinc. C'est derrière ce volet qu'elle stockait dans la pénombre quelques poteries remplies d'objets ramenés d'Algérie. On y trouvait roulées en boule ces ceintures de laine, tressées, selon un serrage que seules ces femmes maîtrisaient. Mais il y avait aussi quelques bâtons de bois fins d'olivier qui servaient au maquillage des yeux, des pierres comme le koul, mais aussi quelques-unes à encens. Sur les étagères de la maison, et cela s'effectuera jusqu'à sa mort, elle déposait là encore des récipients de terre, des poteries, bien souvent sans grande qualité technique. Du moins, elles pouvaient être d'une belle apparence esthétique, mais ne pouvaient servir à des pratiques de cuisson ou de conservation dans le froid. Ma mère les utilisait comme nous utiliserons des étagères. Là-bas, en Algérie, la tradition s'était elle-même perdue dans l'artefact et le produit touristique. Elle venait d'une société, d'une culture qui avait durant des siècles maintenu un modèle d'existence agraire et rurale exclusivement soutenu par l'élément naturel du dehors. Tout du quotidien de la vie de ma mère et de ceux surtout qui l'avaient précédé dans sa famille, tout, presque tout ce qui se faisait, son quotidien était issu, extrait de la terre. Son habitat, les tuiles, les murs, les sols étaient faits de terre. L'intérieur, les jarres, à même les murs et le lit, semblable à une litière suspendue, fait de bois dur pour la structure et d'argile et paille pour le sommier, recouvert d'un matelas de laine de mouton, souvent fait de peaux superposées, était aussi issu du sol. Et quand plus tard en Algérie, la croissance démographique et le développement urbain donneront lieu, même dans les zones rurales, à l'usage intensif et exclusif du béton et du parpaing pour la construction de l'habitat, on constatera que ces dernières, quand elles s'effectuaient au plus près de l'habitat ancien, ces constructions, souvent d'ailleurs au plus près comme par superstition, car on ne détruit pas cet habitat, ce dernier, même mal entretenu, n'était jamais laissé à l'abandon. Au mieux, il servait de zone de stockage, ou bien souvent les parents, les ancêtres, je
je ris avec ce terme quand même, y gardaient leur lit, leur couche, un lieu de vie, souvent frais et accueillant, qui pouvait parfois vous rappeler ce que pouvait être un café mort, tant durant les saisons chaudes, ces habitats de terre et pierre, les plus frais et les plus confortables durant le jour. Cela, je l'ai beaucoup vu et même vécu. Dans l'Oise, il nous fallait comprendre et faire la classification de notre mère. Il nous fallait comprendre et faire avec la classification de notre mère, qui, tant bien que mal, s'évertuait à penser le rangement dans un espace qui lui était étranger. Ne voulant jamais quitter ses contenants de terre, elle affectait à chacun une fonction diverse qui aurait rendu fou quiconque se serait aventuré à en vouloir comprendre le sens et la fonction en France. Évidemment, toutes ces pratiques déviées de la poterie nous déroutaient totalement. Plus nous progressions dans nos existences françaises, plus notre compréhension des attitudes de notre mère nous semblait relever de l'inadaptation sociale. Je ne peux dire ici le nombre de fois où il m'a été impossible de trouver un quelconque objet, tant il m'était impensable que celui-ci soit mis, posé, plié, enroulé dans une poterie. En quoi consistait cette attitude, ce refus chez ma mère de s'adapter aux fonctions que lui indiquaient les meubles dont elle disposait? Elle habitait une très belle demeure de briques rouges, elle avait 2 étages et de très beaux greniers, elle disposait de nombreuses pièces. Dans son salon salle à manger, elle disposait de très grands placards de bois, aux portes extrêmement belles, très bien ciselées sur les contours, des portes fines et très hautes. Quand on ouvrait ces portes, on n'y trouvait que des contenants sur les étagères, des pots. Ces derniers recevaient, accueillaient les poteries hautes, basses, rondes, verticales, qui, ramenées d'Algérie jusqu'à ses derniers moments de vie, lui servaient à y mettre tout ce qui pouvait bien lui tomber entre les mains et qui pouvait ou qui nécessitait un stockage. Les éponges, les pâtes, les produits d'entretien, les ampoules, les savons, les chaussettes, les médicaments, les gâteaux secs, les graines, et j'en passe, tout se trouvait dans ces poteries. J'ai passé de nombreuses années avec ma mère. Elle n'a jamais voulu déroger à cette règle. Elle rangeait ce qu'elle voulait dans ses poteries. Nous, et personne ne pouvait savoir ce qu'il y avait dans ces contenants. Il fallait ouvrir les portes des placards et regarder à l'intérieur de chacun de ces pots, de ces poteries, ce qui pouvait s'y trouver. Évidemment, la pratique quotidienne de cette curiosité pouvait vous amener à mieux saisir la place des objets. Je dois rappeler que le classement même de ce qui se trouvait dans ces poteries relevait d'aucune logique. C'est mon mère. J'ai bientôt terminé. Ainsi, vous deveniez doublement aveugle. Vous ne pouviez voir ce qui se trouvait dans les poteries posées sur les étagères à travers la matière, mais plus encore, si vous vous engagez à penser que tel condiment sec était stocké en secret avec les autres condiments secs, vous vous trouviez là aussi à nouveau dépourvu de compréhension. C'est votre raison qui toujours été mise à mal. À cela, il me faut ajouter qu'aucune habitude ne vous était garantie, car selon les besoins d'espace et de l'utilité, les poteries qui contenaient par exemple les lentilles ou les haricots secs, qui se vidaient au fur et à mesure, pouvaient recevoir après, que l'on ait versé la fin du stock dans un récipient plus petit, pouvaient contenir après soit des figues sèches, soit des restes du tissu. Alors, pour ceux qui connaissent certaines petites pratiques chamaniques, parfois, c'est des petites bandes de tissu de jean qui étaient après coup utilisées souvent pour vous soigner. Alors, on gardait ces petits bouts de toile de jean, et puis quand vous aviez des maux de tête, vous étiez malade ou un sentiment de dépression, on vous recouvrait d'un drap, et puis votre mère allumait ces petites mèches, et puis demandait à ce que le mal vous quitte. Et ces petits bouts de jean, elles y étaient très attachées. C'était une matière rare. Alors, en quoi consistait cette volonté acharnée chez ma mère de toujours posséder des poteries dont l'utilité déviante, sa pratique, déroutait jusqu'au plus éclairé de ses enfants? Ma mère est arrivée en France à l'âge de 37 ans. J'étais le dernier de ses enfants nés en Algérie. Elle aura ensuite 3 garçons. Elle ne parlait pas le français, elle ne l'apprendra pas. Disons qu'elle laissait entendre que de bégayer la langue, elle ne le voulait pas. Trop tard pour elle. Elle m'a dit et disait « Je ne serai pas une Française de seconde zone ». Elle comprenait cette langue, par contre. Elle avait exigé de nous que nous fassions un effort envers elle, que nous parlions sa langue. Mais qu'était sa langue dans notre quotidien? Quel temps pouvait-elle occuper en chacun de nous? Peu de temps, très peu de temps. Mais il est évident pour moi que toute maîtrise meilleure de la langue berbère vous amène aussi à mieux appréhender le sujet qui nous concerne aujourd'hui et les motifs qui ont gouverné l'aventure de cette céramique berbère. Demander à ma mère signifiait parler sa langue. Nous qui avons vécu avec ces poteries
et bien souvent avec leurs artefacts aussi, par goût de la mémoire et par respect d'avec la filiation, nous qui connaissons ces objets, nous ne pouvons tout à fait adhérer à ce que les anthropologues et les historiens de la céramique en disent. Tout comme les théories voyageuses, la décolonisation, au sens effectif du terme, a mis sur les routes nombre de personnes en rupture avec leur tradition et leur mémoire. Ils sont ces vagabonds du monde, la mémoire volontaire et vivante d'un monde chargé d'un sens qui a connu plus qu'une rupture épistémologique, un monde implosé, diffracté, auquel ils veulent encore donner du sens. En comprendre les raisons nous permet aussi de comprendre en quoi cette résistance, cette résilience nous est essentielle. Que signifiait chez ma mère ce geste d'accepter le décor qui lui était offert tout en le détournant? Que signifiait le contenu de ces placards dont elle seule possédait le savoir sur le contenant? Tout d'abord, c'est à notre raison occidentale qu'elle se heurtait. Le voulait-elle? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne la combattait pas. Elle acceptait sa réalité. C'est en son intérieur qu'elle l'affectait. Il y avait comme un reste de pensée magique dans sa pratique du rangement, ou dirions-nous de son classement. Jusqu'au bout, il a été un défi à la raison. Il m'a fallu toute ma vie passer par elle et par sa langue pour trouver ou retrouver ce qu'il me semblait devoir chercher auprès d'elle quand, après avoir fait le tour de ce qui me semblait raisonnable, vaincu, je lui demandais de m'ouvrir ses poteries. Alors s'engageait entre elle et moi un échange verbal qui ne cessait de questionner les raisons de ma raison au regard de la sienne. Je crois que par cette pratique, et je conclus, car j'ai toujours questionné ma mère quand je cherchais, je crois que c'est par cette pratique que j'ai appris la langue de ma mère. La langue berbère que je parle aujourd'hui et qui me permet d'entrer en résonance encore avec l'idée souvent défendue par ma mère que la raison telle que l'Occident nous l'a aussi imposée, me disait-elle, pouvait, si on l'utilisait à mauvais escient, la raison pouvait n'être qu'un brouillon. Je vous remercie. Je n'ai pas fait défiler les images. Et en tout cas, tu n'as pas du tout dépassé le temps imparti. Merci beaucoup. Et aussi pour l'émotion que tu as transmise avec cette intervention. Je trouve très intéressant de faire ce lien entre la terre et le territoire, entre la terre et l'identité, la culture, qui était aussi en jeu dans les positionnements, notamment de Rivière. C'est intéressant de voir qu'en fait, il est parti du musée d'ethnographie et qu'aujourd'hui, il est au musée. Ses collections sont au MUSEM, qui est aussi le musée de la Méditerranée. Donc, il y a quand même ces relations tout à fait intéressantes. Je trouve fondamental de rappeler que la céramique, c'est évidemment pour beaucoup des contenants, mais c'est aussi beaucoup des contenus et voilà, qui charrie aussi des messages, de l'immatériel. Et je pense que Zaya, tu l'as très bien traduit et transmis. Ça me fait aussi, ça rend d'autant plus, je trouve, flagrant le fait que voilà, la question de comment exposer ces objets se pose. Voilà, comment finalement traduire, transmettre tous ces usages et a fortiori les usages déviants dont tu parlais, c'est-à-dire on a le musée interdit d'une certaine manière, ne serait-ce que mettre des vases des fleurs dans un vase. Alors, comment ajouter les objets que ta mère pouvait y stocker? Voilà, c'est une vraie question, je trouve, qui est tout à fait actuelle et à laquelle on s'attelle aujourd'hui. Oui, c'est un défi à la raison, quoi. C'est valable pour les métiers qu'on fait. À la raison, aux conventions, aux interdits, aux autocensures, etc. Donc, il y a effectivement beaucoup à faire. Je trouve que c'était aussi un bon pendant et une manière de compléter tout ce qui a été évoqué hier, et notamment tous les services de vaisselle présidentielle, etc. Ça permettait vraiment d'aborder une autre facette tout à fait fondamentale, qui est celle notamment de la poterie, de l'art populaire, et parfois anonyme, mais pourtant très incarné, quoi.
Si dans la salle, il y avait des questions, ce serait volontiers. Voilà. Merci beaucoup pour ces 3 interventions. J'ai une question pour Zaya. J'ai 2 toutes petites questions. Est-ce que le décor des objets, de ces céramiques, pouvait servir à votre mère pour les repérer? Et deuxième chose, que faisait-elle des objets quand ils se cassaient? Alors, parfois, elle les laissait tremper longtemps dans l'espoir qu'elle puisse se refaire une pâte et refabriquer quelque chose. Et je vais vous dire aussi un truc qui m'a surpris. J'étais très étonnée. J'ai vu ma mère manger de l'argile. Alors ça, c'est quelque chose que faisaient les femmes en Afrique du Nord. Enfin, je sais. Voilà, je l'ai vu parfois manger l'argile. J'ai su pourquoi, mais j'ai perdu le sens de ça. Voilà. On gère, hein, parfois. Il y a une vertu thérapeutique. C'est ça, en fait, ce qui est magnifique avec la céramique, c'est qu'il y a quelque chose d'effectivement, c'est biologique, hein, ça vient de la terre, c'est bon pour le corps jusqu'à un certain point. Ça nettoie. Alors, quelqu'un disait c'est pour nettoyer l'organisme. Je dis juste dire aussi que la qualité de ces céramiques s'est vraiment dégradée. C'est difficile en Afrique du Nord, à moins que ça soit des domaines un peu estampillés, mais ça s'est beaucoup dégradé. Les objets sont... Donc, du coup, elle les utilisait comme des récipients, mais elle ne pouvait pas les mettre sur un canoun, par exemple. Ça n'aurait pas pu tenir la chaleur. Donc, c'était devenu, en fait, des contenants en quantité. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses cassées. En fait, moi, j'en ai quelques-unes, mais... malheureusement, ma mère est morte. Elle avait un désir fou. Ça m'a beaucoup... Je le regrette immensément. Quand on a acheté ma maison avec mon compagnon, elle m'avait juré qu'elle me ferait mon four. Et donc, elle avait décidé qu'elle m'en ferait un qu'elle allait peindre. Elle avait déjà anticipé tout ce qu'elle allait peindre, et puis elle est partie. Voilà, mais elle avait encore, tout en étant une femme d'un certain âge, ce goût de la peinture d'argile. Et donc, c'est intéressant pour nous qui sommes ici de voir à quel point ces femmes dans les zones rurales, jusqu'à hier encore, hein, je dis bien hier, hein, pas avant-hier, et encore aujourd'hui un peu dans certaines régions du Maroc ou d'ailleurs, ont un sens incroyable de ce sensible avec la nature et qui, de toute façon, a été éteint, étouffé par la violence islamiste, en fait, d'une certaine manière. C'est ça que ça a étouffé sur les 30 dernières années, alors qu'il y avait presque, c'est vu, ça a été entendu, voulu comme cette autonomie, cette écriture des femmes, comme démoniaque. Mais c'est l'écriture des femmes. Voilà. Comment? Alors, il y en a 2. Enfin, celle où, ce qui est très beau dans celle de Hatouche, de ma grand-mère, ils ont vraiment, les arrière-petits-enfants, ils ont construit une maison neuve, mais ils ont gardé la maison. Ils ont vraiment gardé la maison berbère. Et pareil, du côté de mon père, tout est neuf. Et puis, en plein milieu, il y a ce truc où il y avait en fait les bêtes aussi. Et moi, j'ai un bonheur fou. Parfois, quand je vais voir certaines personnes, elles vivent encore dedans, surtout des femmes âgées. Et elles n'aiment pas sortir dans ces bâtisses de béton. Donc, dès que quelqu'un en a une, il la garde, en fait. Ce sont les endroits les plus frais. On en trouve très peu qui ont des peintures. C'est rare d'en trouver qui ont encore de la peinture. J'ai plus vu ça au Maroc, où j'ai vu des villes entières peintes au Maroc, du sol au plafond. Mais je l'ai moins vu en Kabylie. Ah non, alors là, si on vous racontait, c'est très beau ce qu'elles disent. D'abord, ça avait lieu qu'une fois l'an, en tous les cas, en Kabylie. Elles se réunissaient et elles faisaient le feu en commun, les femmes. Et ça n'avait lieu qu'une fois l'an, et c'était comme un canoun de bois, c'est-à-dire qu'elles faisaient soit un trou, soit les posaient, elles les faisaient. D'ailleurs, certaines ont les traces des flammes. Ensuite, elles faisaient la cuisson en commun. C'est comme pour le travail des tapis, elles le faisaient en commun. Hein. Quand vous voyez comment sont leurs maisons, en fait, chacun a sa pièce, mais en même temps, ça communique par des galeries. Et on m'a toujours raconté que c'est un des grands moments. Ça se faisait en général en même temps que la récolte du blé, hein, la cuisson. Voilà. Parce qu'il fallait produire la terre, la laisser sécher au soleil, et puis avec les peintures, hein, avec les oxydes, et ensuite
tout ça était… Quand vous regardez, ce n'est pas d'une très grande technicité. Certaines étaient vraiment cuites pour la cuisson, mais d'autres se cassaient facilement. Elles servaient de récipient. Mais ça, c'est comme ils disent en berbère, et tout. Si vous voulez, vous avez 3 moments très importants dans la vie quotidienne du monde paysan. Et chez les femmes, ce moment était un moment très important. Oui, merci à Zaya Rahmani pour cette expression sur les poteries berbères. Je pense qu'il faut mettre ça aussi en relation entre les territoires. Alors, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, mais moi, qui suis né à la Borne, c'est quelque chose que je ressens. Le roi Gourand a été, à travers ses équipes de terrain, un des premiers à essayer de comprendre les activités de la céramique populaire ou de la céramique. Et une de ses élèves, Hélène Balfé, est intervenue sur la céramique berbère. Elle a essayé de conserver toute cette qualité d'expression, etc. Donc ça, c'est quelque chose, on voit un territoire français, du centre de la France, où il y a une céramique traditionnelle depuis très longtemps, avec cette relation qui a été réalisée par Hélène Balfé en essayant de traduire cette recherche de sauvegarde de ces pratiques. Alors, moi, j'avais une question sur la première intervention. On a beaucoup parlé d'institutions, mais vous n'avez pas du tout parlé du rôle de la traduction du sacré dans la poterie, dans la céramique générale. Or, je pense que cette question des religions et de l'expression, la traduction du sacré est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le catholicisme et le pape a, disons, mis en avant le fait qu'il fallait utiliser des matériaux riches comme l'or, l'argent, le marbre, et la céramique est restée sur le côté. Et les institutions ont porté ce message jusqu'à notre époque. Et on a encore des institutions qui refusent de présenter de la céramique dans leurs murs. Je pense au Centre Pompidou en particulier. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez comme réponse à cette interrogation Alors, bon, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant et vaste qui va donner lieu à un colloque, à des rencontres pilotées par la Société des Amis de Sèvres. Et c'est vraiment un terrain formidable d'investigation parce qu'il y a ce que vous dites et qui permet de s'interroger sur de quoi les institutions sont-elles le nom aussi, qu'est-ce qu'elles véhiculent de ces hiérarchies. Très, très clairement, donc ça c'est la première réponse. Et effectivement, il y a une dimension politique du traitement des objets sacrés. Donc ça, ce serait le premier temps de ma réponse. Et puis, je pense aussi que cette question du sacré, elle reste à interroger sous l'angle de ce que l'on a abordé ce matin, c'est-à-dire qui le produit, ou pourquoi, parce qu'il y a à la fois des œuvres qui sont de production populaire et qui font partie d'autels votifs de la sphère intime, et puis les ors, disons, du Vatican. Et c'est peut-être pas la même histoire, et c'est intéressant de la rencontrer, de la faire se rencontrer, en tout cas de l'interroger. C'est vrai que dans le début d'enquête historiographique que j'ai entrepris de conduire et qui m'intéresse vraiment au plus haut point, je n'ai pas spécifié de thématiques différentes. Mais je pense que c'est… Et pour moi, ça s'inscrit quand même dans de quoi les institutions sont-elles le nom et de quelle religion est-ce qu'on parle aussi. Je trouvais très intéressant que et
et vous, Evelyne et Marie-Charlotte, et citer cette exposition très intéressante, artiste-artisan, avec ce grand point d'interrogation qui apparaît sur le dos de l'ouvrage. Et dans son texte d'introduction, Mathey dit de manière assez comment dire, convaincante, finalement dans art et dans artiste et artisan, il y a une même racine, c'est le terme art. Déjà, je trouve que c'est une manière assez simple et assez stimulante pour penser en dehors de ces hiérarchies habituelles. Mais il dit aussi autre chose, comme Evelyne, vous le rappeliez, qu'effectivement, ces distinctions sont finalement en lien avec des problèmes de société. Il parle voilà, de questions sociales, d'origine sociale, justement, du marché de l'art aussi. Hein. Là, on est en 77. Et il dit enfin qu'il se demande si ce n'est pas finalement cette opposition qu'on continue d'observer entre la main, l'esprit et la main ne vient pas en partie justement de la religion et notamment catholique qui distingue et qui oppose très souvent oui, la tête et la main. Et je trouve que voilà, dans ce petit texte finalement d'introduction, il lance en tout cas des pistes qui continuent d'être tout à fait valables aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter. En fait, oui, j'ajouterais volontiers quelque chose qui était un peu ma conclusion tout à l'heure, parce que c'est aussi dans les définitions de ce catalogue artisan de 1977 que l'on trouve cette phrase de Paul Éluard: j'ai donné à ma joie de comprendre la forme d'une jarre parfaite. Et en fait, cette idée-là, on ne sait pas bien ce qu'Éluard entendait par forme parfaite, sans doute des formes imparfaites au sens de ce que l'Expo Flamme a voulu montrer, ou de ces formes imparfaites que l'on trouverait dans ces objets votifs d'hôtels familiaux. Mais en tout cas, à mon sens, ça défend l'idée que les formes appartiennent à tout le monde. Voilà. En tout cas, qu'elles peuvent appartenir à tout le monde, et que ça induit à repenser aussi ce que nous entendons par beau, et par précieux, et par utile. Ce qui est certain, c'est que quand vous voyagez, vous amenez des cadeaux. Mais par exemple, le fait de ramener une poterie à une personne originaire d'Afrique du Nord, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut lui faire. Je donne cet exemple. Tu vois, il y a un attachement fort à ces objets. Voilà. Je pensais à ça. C'est pas juste une histoire d'objet traditionnel ou artisanal. C'est vraiment un marqueur de l'histoire des gens, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour votre communication. J'ai une petite question à vous poser. Dans la mythologie de Pépère, locale, parce que c'est une population locale, est-ce qu'il y a le thème de poterie dans la mythologie de Pépère? Parce que dans la mythologie ou bien orale, à Taïwan, souvent il y a des thèmes traditionnels, soit poterie, par exemple la création du monde, et dans le rituel ou bien objet artisanat, quelque chose de sacré qui est transformé. Je vais essayer de répondre de manière très courte parce que j'ai passé 2 fiches où on a un peu ce qu'on pourrait appeler l'iconographie de ce qui est sur ces poteries. Alors, la question de la mythologie, je l'écarte parce que ce n'est pas tout à fait adapté à la tradition berbère. J'ai du mal avec la question des mythes concernant leur culture et leur tradition. Par contre, oui, ce qu'on sait maintenant sur des siècles et des siècles, ce sont les mêmes motifs qui se sont répétés et qui, pour la plupart, quand même, ont à voir avec 2-3 éléments. Hein. L'espace, la nature, les végétaux, les animaux, et puis ce qu'on pourrait appeler aussi la filiation.
Voilà, c'est ce qu'on retrouve toujours, mais c'est plutôt quelque chose, c'est un graphisme d'une très grande abstraction, mais qui se répète en fait sur des siècles. C'est ce que maintenant, tous ceux qui ont travaillé sur très tardivement, d'ailleurs c'est une connaissance qui est très tardive maintenant, cette connaissance qu'on a de cette poterie, c'est ce que disent en fait tous les spécialistes aujourd'hui, dont le travail de Guichard et ceux qui ont collaboré à cela avec le Musée des Confluences. Voilà. Les mythologies, je ne sais pas, on a tendance à l'employer pour... ça ne marche pas toujours. Pardon. Mais, par contre, ce qui est surprenant, alors, quand on commence à regarder certaines pratiques indiennes de certaines communautés, en Asie et en Afrique du Nord, on est stupéfait de voir que des hommes si loin les uns des autres produisaient quasiment les mêmes signes et les mêmes formes. Ça, c'est stupéfiant quand on regarde la poterie. C'est incroyable. Moi-même, je me dis non, et puis après, je vois que c'est Jivaro. Je me dis, c'est berbère, mais non, pas du tout. Et donc, c'est incroyable comment ces gens arrivaient finalement à inventer une codification quasi commune. Il y a quelque chose qui... voilà, les fameux 3 points, on les retrouve régulièrement et ils avaient quasiment la même signification. Donc ça, c'est sublime, quoi. On va peut-être arrêter. Oui, merci beaucoup. On fait une pause pour le déjeuner. On se retrouve à 14h30 pour la suite de l'après-midi. Merci beaucoup.